Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler d'un jeu froid, d'un jeu glacial, j'ai nommé Mistfall. Oui, je sais, je fais très bien le vent glacial. C'est un jeu de Blazej Kubaki, c'est sorti via Kickstarter en 2015, campagne qui a très bien marché puisque la boîte est disponible en physique. C'est un jeu édité chez NSK Games, ça vaut 60 €. C'est du Landcrawler Deck Building Aventure de 1 à 4 joueurs, full coop, soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd. Et c'est, comme je vous l'ai dit, ça coûte 60 € et c'est sorti en 2015. Le pitch un peu de Mistfall, un gros brouillard s'est abattu sur la contrée de Valskir et les héros ici font office de rempart pour justement éviter que ce brouillard change tout le monde en hommes bêtes, en d'innombrables méchants qui vont ensuite tuer les honnêtes citoyens. Donc voilà, on va jouer en fait 4 quêtes de base, puisque le jeu propose 4 quêtes, et notre but sera d'éradiquer ce mal, justement, qui menace la contrée de Volskir. Donc voici un peu pour le pitch. Mais sans plus attendre, comment joue-t-on à Mistfall? Alors comme vous le savez, je fais toujours un petit tour du propriétaire, donc Mistfall c'est quoi? Dans une boîte de Mistfall, vous allez avoir principalement des cartes. Effectivement, si vous avez suivi un peu le début de cette vidéo, c'est un Landcrawler deck building, donc essentiellement comme tout deck building, nous allons avoir des cartes. Donc on va avoir ici par exemple des cartes de monstres qui sont répertoriées en 3 catégories. Les catégories bleues sont pour les morts vivants, les catégories vertes c'est pour les hommes bêtes ainsi que tout ce qui est univers bestial, et les rouges c'est tout ce qui est allié aux humains et à la magie, donc les mages, les humains, les rogues, les voleurs, etc. Nous allons aussi avoir un deck de rencontre qui va nous permettre, dès lors qu'on va traverser une nouvelle tuile non révélée, d'avoir une rencontre pour voir ce qui nous arrive durant notre pèlerinage. Nous allons aussi avoir à côté un deck qui est composé des rewards, donc des récompenses que l'on va avoir quand nous allons justement détruire les monstres, et un deck de temps qui va nous faire avancer l'échelle temps. Effectivement, comment gagne-t-on et comment on perd à Mistfall? Eh bien, on a différents moyens de perdre et une seule façon de gagner. On gagne essentiellement quand on réussit la quête. Le jeu propose 4 quêtes différentes, comme je vous l'ai énoncé, voilà, qui sont là, avec 4 personnages, donc 4 boss bien différents. Donc qui sont ici aussi un homme bête, voilà, un mage, ainsi qu'un scélérat vampire. Et on va avoir un setup prédéfini pour chacune des campagnes, à savoir qu'il y en a 4 si vous avez bien suivi. Et il y a différentes façons de perdre à Mistfall. La première façon de perdre à Mistfall, c'est si nous n'arrivons pas justement à l'arrivée finale, donc à rencontrer la dernière rencontre du jeu et qu'un personnage meurt, on a directement perdu cette quête. On a perdu aussi cette quête si tous nos personnages sont morts, et nous avons aussi perdu cette quête si le marqueur temps, hop, qui est ici, sur l'échelle du temps, arrive ici où il est marqué The End. Donc on a perdu même si tous nos personnages sont encore soignés. Donc voilà, on a différents modes de perte à Mistfall. Soit un de nos héros autour de la table perd avant la rencontre finale, soit tous nos héros sont morts, ou soit alors le marqueur temps arrive à destination de la fin, qui est synonyme de fin de partie. Mistfall propose aussi différents héros et différentes classes. Donc, comme vous l'avez pu le voir, ici nous allons avoir par exemple un mage des arcanes, un clerc, là nous allons avoir un autre mage du froid, un archer, un berserker, un voleur, et enfin un petit paladin bloqueur que j'ai mis ici pour l'exemple. Je vais rentrer bien plus en détail à l'intérieur d'une fiche de personnage pour vous montrer de ce qu'elle est composée, des mots-clés qu'on peut y trouver, et comment se passe une fiche de personnage, ainsi que son deck qui lui est affilié. Nous allons avoir aussi différentes tuiles, donc là c'est vraiment un setup de base que je vous ai mis pour la première partie, mais nous allons aussi avoir beaucoup d'autres tuiles, à savoir que les tuiles sont répertoriées en 3 catégories. Nous allons avoir les Deadlands, donc les terrains morts, qui sont justement propices aux morts vivants. Donc on va chaque fois avoir en fait 7 tuiles dans chaque catégorie, à savoir qu'il y a 3 catégories. Les Deadlands, donc comme je vous l'ai montré ici. Nous allons avoir aussi le Borderlands, donc là on est plus affilié à de l'humain, à du mage, etc. Si bien qu'on peut avoir aussi des hommes bêtes qui peuvent arriver, donc c'est vraiment générique. Et on va avoir les terres sauvages, les Wildlands. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très bien illustré, avec très peu de mots-clés finalement.
Et ça nous permet de voyager très très vite de par le design des cartes. Donc moi je suis vraiment fan ici des tuiles. Il y en a d'autres, hein. Je vais peut-être vous en montrer un peu. Voilà, vous faites 7 x 3, ça fait quand même 21 tuiles. Donc 21 lieux à voir durant... Celle-ci est vraiment classe, à voir durant votre périple. Donc voilà, hein, c'est vraiment... Enfin, ça nous permet de voyager dans cet univers vraiment glacial des contrées de Valskir. Une fois que l'on a pris son personnage, on va directement voir de quoi il est composé. Alors une grille de personnage est double side, donc elle est recto verso. Ici on va avoir le mode normal et là on va avoir le mode expert. Donc commencez toujours quand même avec le mode normal, n'allez pas faire le casse-cou en prenant le mode expert directement puisque vous allez vous manger les dents sur le bitume, savoir qu'il est très très dur. Sur une grille de compétences, pardon, de fiches de personnage, nous allons avoir ici le nom, donc lui c'est Fengraze Shieldbearer. Ici nous allons avoir l'illustration, donc il a une barbe et puis il a un shield, donc c'est bien lui, il n'y a pas de problème. Ici nous allons avoir la barre de focus, de concentration de notre personnage, donc j'y viendrai bien plus en détail quand nous parlerons justement de la phase de poursuite, car elle est essentiellement liée à cette phase-ci. Ici nous allons avoir des compétences et des actions supplémentaires propres à notre classe, à notre héros, et ici nous allons avoir le Starting Gear. Donc Starting Gear c'est quoi? C'est l'équipement de base hein, que vous allez avoir, à savoir qu'un plateau de héros est composé de différentes zones. Donc voilà, je vais le mettre ici pour vous répertorier les zones. Les ennemis seront directement devant le personnage. Tout ce qui est équipement ainsi que skills se mettra en dessous de notre personnage. La discard viendra directement ici. La burial pile, ce qu'on appelle la pile un peu des blessures, des cartes brûlées, sera au-dessus et vous allez avoir votre deck ici à côté. Un personnage est composé de 2 decks différents. On va avoir le deck standard hein, qui est ici, donc qui est composé d'équipements, de compétences ainsi que d'actions. Donc j'y reviendrai bien plus en détail ensuite durant la phase de héros, puisque je ne vais pas vous dissocier vraiment toutes les actions durant ces cartes, ça serait vous donner trop d'informations à l'intérieur de votre tête. Et nous allons avoir un deck ici de skills supplémentaires, donc de compétences un peu plus fortes. À savoir qu'ici, c'est un deck qui est facile à reconnaître puisque c'est les seules cartes où on va trouver un coup sur les cartes. Donc voilà, on va avoir plusieurs compétences différentes qui vont de 1 à 4 thunes pour pouvoir s'acheter des cartes supplémentaires qui vont ensuite composer notre deck. L'avantage en fait et toute la mécanique du jeu, c'est que notre deck va être brassé qu'une fois. Donc on va brasser notre deck une fois. On va prendre ensuite ici par exemple, on nous dit de commencer avec une côte de maille, donc on la met ici. On nous dit de commencer aussi avec une épée de guerre et on nous dit de prendre aussi un bouclier. Une fois qu'on a notre équipement de départ, on va ensuite mélanger notre deck. Et ça va être la dernière fois qu'on va le mélanger, puisque ce deck-ci ne se mélangera plus durant la partie, durant la quête actuelle, et nous allons prendre 5 cartes de notre deck, qui vont composer ensuite notre main de départ. Pour vous parler vraiment plus en détail de Mistfall, je vais générer aléatoirement, alors on va dire un tour rapide de quête, à savoir de sa mise en place, et vous énoncer les différentes phases, à savoir qu'il y en a 7 durant un round de Mistfall. Donc là, brièvement, hein, j'ai fait le setup de la toute première quête qui s'appelle Into the Wilds. Donc on nous dit hein, de mettre la rencontre finale durant la dernière tuile, on nous dit de mettre ce monstre-ci à la fin, puisque justement ça va être ce boss ici, et on n'a plus besoin de ces cartes-ci. Ensuite, les cartes rencontres, donc je les ai pas faites, je les ai pas triées pour vous montrer justement quelques exemples différents, mais on vous donne toujours un setup de base qui vous dit de choisir tel ou tel paquet de monstres, etc. Donc là, pour vous expliquer plus en détail, pardon, c'est le paquet des monstres verts qui vont être utilisés durant cette campagne. Donc une fois qu'on a pris son personnage, qu'on a ensuite mis son équipement de départ, nous allons prendre ensuite 5 cartes de notre deck, donc on va aller 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ce paquet-ci va rester durant la pioche et celui-ci va composer notre main de départ. Nous allons ensuite positionner un cube au focus de Fengraze. Donc là, initialement, c'est du 4. On va le mettre ici. Ensuite, nous allons positionner ici un nombre de cubes, donc équivalent au nombre de joueurs. Donc on est à un joueur, donc on va placer un cube
sur la place numéro 1. Si on était à 2 joueurs, on allait placer un cube sur la face numéro 2, 3 joueurs sur le 3, 4 joueurs sur le 4, etc. etc. Donc on positionne ça sur le curseur du premier joueur et on nous dit ensuite par exemple ici d'avancer de 6 parce que c'est la campagne qui nous dit qu'on avance de 6 cases vers la droite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on se retrouve ici. Je vous rappelle que le but du jeu vraiment c'est d'accomplir la mission avant que tout le monde ne soit mort ou alors que le curseur, de temps atteigne la zone de fin. On va ensuite rajouter un petit token ici pour le renforcement de tract. Ce sont l'échelle des renforts, à savoir qu'à chaque début de rencontre de ronde, potentiellement des renforts pourront arriver et renforcer encore le groupe des assaillants durant leur assaut. Nous allons ensuite préparer le deck de récompense. Alors le deck de récompense peut différer d'une quête à une autre. Ici par exemple on nous dit de prendre 6 cartes génériques, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainsi qu'une carte de récompense affiliée à notre héros. Donc chaque jour en fait choisit une carte secrètement, et il va la mettre directement dans le deck des récompenses, à savoir que l'autre carte ne sera pas utilisée durant cette quête. Et là, nous allons avoir notre deck de récompenses pour cette quête-ci. Et nous allons passer maintenant à la première phase de jeu, qui est la phase de renfort. La première phase de jeu est la phase de renfort. Effectivement, durant des rencontres, nous allons vous dire de positionner tel ou tel renfort. Une carte de renfort, et l'icône de renfort c'est quoi? C'est là par exemple ici si on prend une carte qui est générique entre guillemets, le petit logo ici nous dit de combien de curseurs nous allons bouger les renforts. Alors ici il y est de 0, il ne bouge pas du tout. Par contre si le curseur était ici avant de passer à cette phase de rencontre qui est de bouger le token des renforts, et bien nous allons générer une personne tirée du deck, la mettre sur la zone de quête et hop, remettre ça directement au 0. Par contre, voilà, si on est sur du 0 et du 0 ici, on bouge pas le curseur, etc. Il n'y a pas de souci. Et vous l'aurez compris, hein, s'il y a écrit les renforts plus 2, donc on bouge le curseur de plus 2, puis on récupère des monstres affiliés à la quête, on les met ensuite dans la zone de quête et on remet le curseur à 0. Et s'il n'y a vraiment pas du tout je vais vous montrer ça ici, s'il n'y a vraiment pas du tout de renfort comme sur cette carte, eh bien il n'y aura pas de renfort même s'il y avait des renforts sur la zone de track. Donc par exemple si on était ici et si on tire une carte et qu'il n'y a pas de renfort ici, ben, on ne mettra pas de renfort même s'il y avait des renforts sur la zone de tracker. Après avoir fait la phase de renfort, nous allons passer à la phase de voyage. Et essentiellement, les héros devront voyager durant la contrée de Valskir pour justement atteindre le boss et le tuer pour éviter qu'il imprègne cette contrée enneigeuse. Donc pour ce faire, hein, durant la phase de voyage, nous allons avoir 3 possibilités. Alors les 2 simples, on va dire, parce que la troisième est un peu liée à une situation de jeu. La première, ça va être se déplacer brutalement directement vers une autre zone. Donc pour ce faire, on retourne cette zone, on prend ensuite le party leader pour le mettre ici, et dès lors, on va arriver sur une zone qu'on vient de révéler, nous allons mettre un token de blessure. Ce token de blessure, il symbolise essentiellement que cette zone dont on vient arriver, en fait, est une zone périlleuse. Cette zone périlleuse nous dit que dès qu'on va finir notre tour ici, nous allons tirer une carte rencontre qui est affilié directement au paysage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, par exemple, nous arrivons dans des Wild Ends. Et pour les Wild Ends, nous allons tirer une carte rencontre. Donc là, c'est un peu de chance parce que la carte rencontre tirée est une carte Wildlands. Donc on pourra affilier cette carte Wildlands à cette étape de voyage. Mais il se peut que, par exemple, ici, voilà, vous ayez des cartes rencontres qui stipulent, par exemple, les Deadlands. Et puis, puisque vous n'êtes pas dans une Deadlands, bah vous allez simplement défausser la carte Deadlands et en tirer jusqu'à ce que vous trouviez une carte de Wildlands. Donc une fois que vous allez trouver la carte qui partage le même mot-clé que le paysage en question, vous allez la poser et ça va être la rencontre qui va être affiliée à ce paysage. Une autre possibilité, ça va être la possibilité de scout. Alors la possibilité de scout est onéreuse en même temps, vous êtes obligé de dépenser 1 d'argent pour scouter en fait une pièce plus un paysage, en fait une étape de votre road trip adjacente. Donc là par exemple, si on était ici, on pourrait scouter celle-ci
pour la révéler et pour voir si vraiment voilà, elle nous avantage ou non. C'est vraiment uniquement les tuiles qui sont adjacentes à la tuile où les héros se trouvent. Vous pouvez le faire pour un maximum de 4, donc vous pouvez en fait dépenser jusqu'à 4 points d'argent pour scouter en fait 4 tuiles différentes qui sont vraiment adjacentes à votre tuile de base. Et la dernière étape que vous pouvez faire durant votre étape de voyage, ça va être une retraite. Effectivement, si vous voyez que les choses se corsent et que vous n'êtes pas assez en sécurité dans ce paysage, eh bien vous allez pouvoir faire une phase de retraite. Par contre, dès lors que vous allez faire une phase de retraite, il faut que la tuile où vous allez faire votre retraite soit une tuile qui n'est pas périlleuse, donc qui ne possède pas un token de blessure. Et vous subissez bien entendu les pénalités de retraite. Donc par exemple ici on avance le curseur temps de +1, on défausse ensuite cette carte puisqu'elle n'est plus affiliée à celle-ci. Et vos personnages sont en retraite. Donc nous allons rester sur l'exemple où voilà, nous nous sommes déplacés brutalement directement ici, sans scout ni rien. Nous sommes de pro chevaliers et non pas des pleutres qui avons peur, donc on n'a pas besoin de scouter. On a ensuite tiré la carte qui est ici Bloodthirsty Pack, qui est affilié aux Wildlands, et sur une carte nous allons avoir en fait plusieurs indications. Ici, si vous vous souvenez un peu, ce sont le curseur renfort, donc qui va bouger de temps durant la phase de renfort. Donc là il est de 0. Ici nous allons avoir différents symboles. Donc nous allons avoir le symbole de la bête. Le symbole de la bête avec le petit chiffre à côté nous dit essentiellement combien d'ennemis nous allons spawn par rapport au nombre de joueurs et ensuite s'il y a un modificateur. Par exemple ici on a le symbole bête 2 avec le casque de chevalier. Le casque de chevalier représente le nombre de joueurs autour de la table. Donc là on est un joueur et on nous dit de spawner en fait 2 monstres par joueur +1. Donc pour ce faire, nous allons spawner en fait 3 monstres pour cette étape de voyage concernant Fengrey. Ensuite, on nous dit à côté de quel deck sont tirés ces personnages. Donc là, on nous dit qu'il est tiré du deck vert avec la compétence Beast. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme les rencontres, nous allons tirer en fait des cartes monstres. Et tant qu'on n'est pas tombé sur une carte qui comporte le mot-clé Beast, eh ben on va défausser les cartes, on va en tirer, on va en tirer, on va en tirer. On va en tirer jusqu'à ce qu'on épuise la pile. Alors, deux cas de figure peuvent se poser. Si on arrive à tirer justement le nombre équivalent, par exemple ici de bêtes sur la zone de quête, il n'y a pas de problème, donc on s'arrête. Par contre, si on n'arrive pas à en tirer un nombre suffisamment, on récupère la défausse, on remélange et on retire ensuite des cartes. Si durant ce deuxième tirage, on n'arrive toujours pas à avoir le nombre adéquat de bêtes, par exemple ici, on avance le marqueur temps de 2 cases directement. Voilà, le temps joue contre nous, et du coup on est un peu pris par le temps. Nous allons avoir ici des setups, on vous dit par exemple de positionner telle ou telle chose avant de faire autre chose, des règles spéciales qui sont propres à la phase de rencontre, la progression, une phase de fin, effectivement, pour pouvoir terminer cette rencontre, il va falloir faire des caractéristiques et des choses très spécifiques à la carte, et vous allez avoir ici les pénalités de retraite. Donc là, par exemple, on nous dit de spawner 3 monstres qui sont des bêtes. Donc voilà, je vais prendre ça directement. Là, par exemple, ce n'est pas une bête, je la défausse. Je continue, là ce n'est pas une bête, je continue, là ce n'est pas une bête, hop, je retrouve une bête. Donc là, dès que je prends une bête, je la mets directement en première position dans la phase de quête. Ici, c'est un peu la zone de quête, donc c'est pour ça que je vous ai dissocié un peu et fait de la place. Donc là, on a la zone de quête, donc on a une bête, on a la deuxième bête, et on a, voilà, la troisième bête, et là on s'arrête puisqu'on a en fait spawné notre 3 bêtes. Donc on va juste, hop, se focaliser en même temps sur une carte de monstre. Sur une carte de monstre, que va-t-on trouver? On va trouver ici le nombre de points, donc d'argent, que vous procure cette bête quand vous allez la tuer, donc ici de 1. Ici, nous allons avoir les points de vie de la bête, donc de 3. Ici, nous allons avoir le nom. Ici, nous allons avoir le type d'ennemi, donc c'est type régulier ou alors d'élite. Ici, nous allons avoir ensuite différentes icônes qui vont symboliser l'attaque de cette bête. Par exemple, ici, elle va attaquer à 2, elle a une défense de 1, donc dès lors, il faudra lui faire 2 points de blessure puisqu'elle en encaisse 1 par le bouclier pour pouvoir attaquer ses points de vie. Et ici, pareil, nous allons avoir ensuite la défense contre la magie. Là, nous allons avoir plusieurs caractéristiques qui correspondent vraiment aux cartes monstres que vous avez tirées. Donc là, je vais vraiment pas vous focaliser là-dessus, ça serait vous donner trop d'informations.
Une fois qu'on a tiré les cartes, qu'on les a ensuite mises sur la zone de quête, nous allons passer à la phase de poursuite. Alors la phase de poursuite, elle est très simple. Nous allons prendre en fait chaque ennemi et nous allons le positionner sur la zone justement de focus qui est ici en plus grand plan. Voilà, si vous vous rappelez un peu, c'est cette zone-ci. Donc plus un héros en fait a de focus, c'est plus justement il est à même à susciter l'envie des ennemis de venir lui arracher la peau. Donc dès lors, nous allons prendre par exemple ici le Direwolf, on va partir du postulat où il y a un joueur, donc tout le monde va venir chez lui directement, mais ici on avait par exemple deux protagonistes, on prendrait celui qui a la plus grosse barre de focus, donc par exemple ici on partira à deux joueurs où celui-ci aurait 3, là Fengrey a 4, donc le Direwolf va venir ici. Dès lors qu'il a engagé, nous allons ensuite diviser le nombre où se positionne le curseur de focus de 2. Donc c'est-à-dire de 4, on divise par 2, ça devient 2, et on positionne ça à 2. Donc par exemple, si on était à 12, on divise ça par 2, ça fait 6, hop, et on positionne ça à 6. Et si par exemple, vous allez me dire, mais à 5 ou à 3, comment on fait? Et ben pareil, vous divisez de 2 et vous réduisez ensuite au nombre inférieur. Donc par exemple, ici, il nous reste 2. Donc j'ai pas d'autres joueurs, celui-ci ensuite, le Wild Icehound va venir ici, le 2 divisé par pareil, hein, ça va nous donner 1. Et ensuite, nous allons prendre le Wild Icehound, on va le mettre ici, parce qu'il nous reste encore 1, et hop, on n'a plus de focus, donc même s'il y avait encore des ennemis sur la zone de quête, il ne pourrait pas venir sur Fengrey parce que justement, voilà, il est pris par tout le monde et il peut pas non plus accueillir toute la misère du monde. Alors petit rollback, un petit retour en arrière pour vous expliquer vraiment comment se passe ceci à deux joueurs, parce que là c'est vraiment pour un joueur, c'est vraiment conseillé et c'est une mise en place pour un joueur. Là par exemple, si on avait celui-ci ici avec une barre de focus, donc on aurait par exemple ici 3, celui-ci par exemple aurait 4 de focus, bah, l'autre viendrait directement ici. En cas d'égalité, bah, chaque héros en fait choisit en disant bah non, toi c'est mieux que tu le prennes parce que regarde, moi je suis pas tellement fort, je peux rien faire ce tour-ci, etc. Mais vous l'aurez compris, hein, c'est celui qui a la plus grosse barre de focus qui prend un ennemi, ensuite on regarde ensuite qui a la plus grosse barre de focus, etc. N'y voyez rien de connotation un peu hein, sur les barres, ni quoi que ce soit, c'est vraiment que des barres de focus. Et là, nous allons passer à la phase de héros. Alors, durant la phase de héros, donc on va récupérer nos 5 cartes de deck, et nous allons pouvoir faire plusieurs actions. Alors, il est important d'avoir à l'esprit qu'on va pouvoir faire plusieurs actions différentes. On va avoir des regular actions, on va avoir des reflex actions, et nous allons avoir des fast actions. Vous pouvez faire un nombre incalculable de fois de fast action et de reflex action. Par contre, vous pouvez faire qu'une seule regular action durant votre phase de héros. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si on regarde par exemple, hop, voilà, si on regarde par exemple ici le symbole, donc on va avoir une main et on va avoir réflexe avec un 2 à côté. La main, ça veut dire que vous jouez des cartes de votre main. Alors si on vous dit ensuite qu'elles viennent dans le H, qui est la zone de jeu du héros, donc vous la mettez, hein, c'est simple et méchant, donc par exemple comme celle-ci. Hop, la Warsword, on nous dit que pour une fast action, donc on la joue de notre main et on la place sur notre zone de jeu, donc on la met directement ici. Donc je peux en fait jouer un nombre incalculable de fast action de différentes sources, c'est-à-dire que je pourrais pas tout le temps faire la même fast action sur une carte, c'est pas possible, c'est une fast action par source, et ensuite on peut passer à une autre fast action, ou alors une autre fast action de la même carte, il n'y a pas de problème, si on nous dit pas de la remettre sur le deck, etc. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc la main, ça symbolise que ça vient de la main. Si ensuite on nous dit de jouer de la main mais qu'il n'y a pas de zone de jeu, ben on la défausse directement. Donc ça va venir dans la pile de défausse qui va venir ici. Et on a ensuite, hop, les petits numéros ici, entourés. Les petits numéros entourés, c'est uniquement la portée que vous allez avoir. Donc portée de 1, vous allez avoir une portée de 1 sur tout l'ensemble en fait de votre zone. La défausse, la pile burial, nous allons avoir ensuite l'équipement, nous allons avoir le deck et nous allons avoir les monstres en fait qui sont composés ici. On va ensuite passer hop, à la phase au reach numéro 2 ici, qui est une portée de 2. La portée de 2 c'est quoi? C'est la même chose que la portée de 1, donc vous allez pouvoir interagir sur votre zone de jeu, mais vous allez aussi pouvoir interagir sur la zone de jeu adverse, de votre collègue, pardon, et non pas adverse, à côté.
Donc vous allez pouvoir interagir comme si c'était votre zone de jeu, ou alors vous allez pouvoir aussi interagir sur la zone de quête. Donc portée 1, c'est votre zone, portée 2, c'est votre zone et la zone du joueur ainsi que la zone de quête, donc il peut rester aussi des monstres dans la zone de quête si tout le monde n'a pas pris du focus. Et ensuite, nous allons avoir la portée 3-4, là c'est vraiment spécifique à certains scénarios, etc. Je vous avouerai que moi je suis pas encore tombé durant mes parties sur la portée 3 ou 4, mais ça fait l'ensemble des portées que vous allez avoir, donc 3 ça fait 1, 2, 3, 4 ça fait 1, 2, 3 et 4. Pour jouer une carte, comme je vous l'ai dit, vous lisez un peu ce que fait la carte. Par exemple, ici, le Toughness, on nous dit de jouer cette carte. C'est la zone, elle a un reach de 1, donc une portée de 1, donc c'est l'ensemble en fait de notre zone. On la joue et on prend une carte. Donc vous jouez ça directement, et dès que vous jouez une carte, en fait, vous brûlez en fait vos cartes. Vous les mettez directement dans votre défausse. Et le plus intéressant dans tout ça, et vraiment la mécanique en fait du jeu est ici, donc je vais un peu m'attarder là-dessus, parce que le cœur du jeu est sur le deck et sur la gestion de main, et renforcer justement sa main pour qu'elle soit assez optimale. Quand vous allez en fait avoir une pile de défausses qui va être augmentée et que vous n'avez plus de cartes dans votre deck, vous allez rien pouvoir faire. Et là, vous allez me dire, mais comment on joue? Eh ben, vous jouez pas en fait. Vous ne jouez plus, à part si vraiment vous avez des cartes qui combattent en disant remettez ça au-dessus de votre deck, etc. Vous allez pouvoir en fait récupérer les cartes dans votre main et les remettre, dans votre pile de deck quand vous allez vous soigner. J'y reviendrai vraiment plus en détail sur le soin, etc. Mais sachez qu'une carte que vous allez défausser, si vous ne soignez pas, elle restera dans la défausse directement. Il faut que vous ayez un effet de jeu ou quelque chose qui vous permette de remettre la carte d'une discard vers votre paquet de deck. Et quand vous allez remettre des cartes dans votre deck, vous allez commencer en fait par le bas. Donc si par exemple je mets par exemple une carte dans mon deck, alors je ne la mets pas au-dessus où je mélange, etc. Si vous avez suivi la vidéo, vous savez qu'on ne mélange qu'une fois son deck, et c'est durant le début de la partie, et vous allez mettre directement votre carte en dessous du deck. Donc c'est la dernière carte qui va venir dans votre deck. Et ça permet en fait d'avoir des combos, d'optimiser son deck, d'avoir un roulement de deck par rapport à votre gameplay que vous voulez faire. Par exemple, si vous êtes affilié à certains monstres et vous voyez qu'il y a des cartes qui ne servent à rien, vous allez les jouer, les défausser pour justement vous soigner, récupérer des cartes de votre discard pour justement augmenter votre deck et pour qu'il soit assez compétitif. Donc vous allez pouvoir, on revient sur la phase des actions, vous allez pouvoir jouer un nombre incalculable de réflexes, vous allez pouvoir jouer un nombre incalculable de fast action, mais vous allez pouvoir jouer uniquement, j'insiste là-dessus, une seule fois, une phase, comme ici, hop, qui est juste là, de regular action. Donc une seule fois, vous allez pouvoir faire une phase de regular action, vous allez faire ensuite les dégâts, et ensuite vous allez défausser ou pas la carte, ça dépend de ce que vous dit la carte, vous suivez toujours la carte. Donc ça, c'est un peu ce qu'on va faire durant la phase de héros. On va jouer une action régulière, on va jouer ensuite un nombre incalculable d'actions rapides, fast action, et ensuite on va jouer un nombre incalculable de reflex action, donc d'actions réflexes, qui sont issues d'une même source si elles sont différentes, ou alors de plusieurs sources différentes. On ne peut pas non plus jouer plusieurs fois la même reflex action sur la même carte. Donc ça, je le rappelle encore une fois. On va passer au combat, parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse là-dessus, sachant que vous allez me dire, mais comment ça se fait, un land crawler ou un dungeon crawler, comme vous voulez, sans dés, comment ça se passe, comment on tape? Et c'est là où c'est vachement intelligent, parce que vous allez devoir, comme Mage Knight, préparer votre coup, savoir si vous allez vraiment toucher aléatoirement, ou si vous allez pouvoir tawater comme une vraie brute, sachant qu'il n'y a vraiment pas de dés et pas d'aléatoire, donc vous n'allez pas vous dire finalement avec un dé ça peut passer. Non, là vous savez vraiment si vous allez tuer l'ennemi ou pas, et si vous voulez le tuer, justement comment renforcer, optimiser votre main durant la phase de héros pour justement lui en connaître plein sa tronche. Donc on va partir, hop, je vais retirer juste une carte parce que j'en ai remis une autre. On va partir sur cette main-là, et on va se dire que voilà, alors moi j'ai un bouclier, donc le bouclier il me sert à défendre, la côte de maille elle ne me sert qu'à défendre, et là la War Sword elle me sert à taper. Je regarde un peu mes cartes, donc je me dis voilà, là j'ai un Strong Punch, mais j'inflige 1, et ça sert à rien, parce que tout le monde peut encaisser en fait 1, donc je me dis je vais taper avec ma War Sword, et dans ma War Sword je regarde les actions en fait disponibles. On me dit que pour une action régulière, je peux coller 2, j'augmente mon track focus de 2, et je peux discard une carte combat pour faire plus 1 dégât et augmenter de plus 1 le focus. Le focus va toujours augmenter. Vous allez comprendre en fait pourquoi. Ça vous permet de récupérer en fait les ennemis renforts qui pourraient popper. Et ensuite j'ai une autre carte. Donc on me dit ensuite, quand j'ai fait la première regular action, si je choisis celle-ci, je place cette carte
sur le top de mon deck. Donc c'est pour ça qu'il y a des effets de cartes qui vous permettent justement de récupérer des cartes ensuite. Et j'ai une autre action régulière ensuite, on me dit là d'infliger par contre 3 dégâts, d'augmenter de 2, je peux discard jusqu'à 3 cartes combat pour faire plus 1 et augmenter mon focus de plus 1, et ensuite je discard cette carte. Donc voilà, donc on a une action plus puissante, mais par contre la carte est discard, donc c'est quelque chose qu'on n'aura peut-être plus, il faudra se soigner pour la récupérer, et on a une autre action un peu moins forte, qui nous dit justement de remettre ça sur le sommet de notre deck. Et c'est là la mécanique qui est vraiment intelligente. Est-ce qu'on va prendre le parti pris justement de défausser des cartes qui vont infliger des dégâts un peu plus considérables, mais risquer justement de la perdre, parce que du coup il faudra se soigner, se reposer pour récupérer un peu son équipement, sachant que l'équipement vient du fond du deck, donc il faudra vraiment épuiser aussi son deck, ou alors de temporiser un peu et de faire dégâts par dégâts. Donc là on va dire que voilà, on va donner le tout pour le tout, on va se dire qu'on va coller 3 dégâts et on va augmenter son tracker de 2. Donc on va faire ça, on met déjà 3 dégâts là-dessus. Alors, moi je fais ça parce que ça me permet de suivre un peu ce que je fais. Donc on fait ça, donc on sait que ça va coller 3 dégâts. Ensuite on nous dit on peut défausser des cartes jusqu'à allant de 3 qui ont le mot-clé combat. Donc par exemple ici le challenge à combat et protection. Je vais défausser celle-ci pour infliger par exemple encore 1. Tac, ici. Et ensuite je pourrai encore défausser X cartes avec le mot-clé combat pour renforcer encore mon attaque. Donc là je vais attaquer un loup qui a 3 points de vie et qui a ensuite un point de shield, donc je sais que ce point là va être absorbé. Par contre derrière voilà, j'ai mes 3 coups qui passent, donc hop, celui-ci est mort. Dès qu'un ennemi est mort, on enlève la carte, on la défausse, on récupère le nombre de points de trésor ici qu'on trouve, donc là on récupère un jeton ici qui va nous permettre justement d'acheter des cartes compétences supplémentaires à n'importe quel moment. On va pouvoir acheter des cartes compétences dès lors qu'on a de l'argent. Et vous pouvez acheter un nombre incalculable de cartes tant que vous allez avoir de l'argent. Par contre, c'est uniquement durant votre tour. À savoir qu'à la fin du tour, si vous avez de l'argent, vous ne pouvez pas le dépenser parce que c'est durant votre tour où vous pouvez acheter des cartes. Quand vous allez acheter des cartes, vous allez les mettre directement dans votre main et elles peuvent être jouées immédiatement. Donc c'est là où l'aspect est vraiment intéressant de tuer vraiment des personnages, même si on prend le parti pris de défausser certaines cartes puissantes, pour ensuite justement avoir de l'argent, recompléter sa main, faire d'autres combos, etc. Donc là c'est vachement intelligent ce système de gestion de main, d'optimisation de deck, etc. Donc on va rester sur notre exemple, cette carte est défaussée, puisque l'effet de jeu nous dit qu'elle est défaussée. Est-ce qu'on voit la défausse? Non, je vais la mettre ici, hop, voilà, pour vous montrer que c'est défaussé. Ensuite, j'augmente mon focus de 2, mais de plus 1, puisque j'ai défaussé une carte, et la compétence me dit que si je défausse une carte pour coller plus 1, j'augmente mon focus de plus 1. Donc de 0, je passe à 3. Donc là, hop, j'ai fini une action régulière avec lui. Je peux faire une fast action, donc je regarde un peu ce que je peux faire. J'ai du strong punch, et là je me dis tiens, finalement je ne peux rien faire avec ça. Je regarde ensuite mes compétences, on me dit que je suis jamais sans défense, et pour une action rapide, donc ça c'est vraiment propre à Fengrey, pour une action rapide je peux prendre une carte de ma défausse et la remettre au-dessus de mon deck. Donc voilà, vous allez aussi jouer sur l'aspect de vos personnages, des combos, etc. qui permettent d'interagir avec, etc. Donc là, ce que je peux faire, c'est par exemple prendre une carte, hop, pour 1, et j'ai la carte ici, par exemple, Résilience. La carte Résilience me dit que je peux prendre une carte, donc je la joue immédiatement, je viens de l'acheter, hop, et là, oh, quelle surprise, je viens de récupérer ma Warp Sword, donc une fast action, je peux la reposer ici. Par contre, je ne peux en aucun cas la jouer parce que cette carte ne comprend que des actions régulières, donc je ne peux rien faire d'autre que la poser durant ce tour-ci. Une fois que mon tour est fini, je recomplète ma main. Alors on a plusieurs façons de recompléter sa main. Soit on a 5 cartes, et là du coup on recomplète pas sa main parce qu'on a une main de 5, et on peut pas piocher si on a 5 cartes. Donc là j'ai 4 cartes, je recomplète, donc je reprends une carte, et voilà, j'ai mes 5 cartes. Par contre, si vous avez 7, 8, 9, 10 cartes, etc., vous ne piochez pas, mais vous pouvez avoir un nombre incalculable de cartes dans votre main. La taille limite, en fait, de 5, elle est uniquement, en fait, là pour vous dire que si vous avez plus de 5 cartes, vous ne piochez pas, mais votre taille de main n'est pas de 5 cartes. Vous pouvez vraiment l'augmenter à 10, 15, 20, ce que vous voulez. Donc c'est vraiment spécifique à la phase de récupération des cartes. Et à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus jouer de Reflex Action, et vous pouvez plus jouer de Fast Action, ni de Regular Action. Dès que vous avez pris votre main de cartes, vous arrêtez là, et vous passez ensuite à la phase de défense, car les héros vont se faire attaquer.
Durant la phase d'attaque des ennemis, alors cette phase-ci est très simple. On prend un ennemi, on l'active, donc je vous rappelle, hein, sur une carte d'ennemi, nous allons avoir le nombre de blessures qu'il inflige, le type de blessure, donc là ce sont des dégâts physiques. Ici, si on avait ce symbole-ci, ici, ce sont des dégâts magiques, mais là, c'est des dégâts physiques. Là, nous allons avoir le nombre de blessures qu'il encaisse sans prendre sur ses blessures, donc il a un bouclier de 1. Et là, le nombre de blessures magiques qu'il se prend avant de se prendre des points de dégâts. On va ensuite avoir ici une compétence qui est le Pack Hunter. Par exemple, cet ennemi fait plus 1 de dégâts pour chaque autre créature dans la même zone qui a la compétence Hound. Donc là, il y a le Hound, là, il y a un Hound, donc celle-ci, elle bénéficie directement du plus 1, puisqu'il y a un autre ennemi qui possède le même mot-clé. Donc finalement, durant ce tour-ci, celle-ci va attaquer de 2, et celle-ci va attaquer de 2, puisque ce sont les mêmes ennemis, en fait. Donc dès lors, on va reprendre notre main, donc on part, hein, bien sûr, ici. Donc on a notre pile, hop, je vais faire un peu de ménage, voilà, vous montrez ça bien comme il faut. On a ensuite l'attaque, donc pour dire que le personnage attaque, on l'incline indirectement. Enfin, moi je les incline, c'est plus simple, mais vous pouvez faire ce que vous voulez, mettre un token, etc. Donc celle-ci, hop, on l'incline, juste pour dire qu'elle attaque. Elle va infliger 2, je rappelle, parce qu'on a une compétence supplémentaire. Alors, elle inflige 2, donc là on regarde un peu, on se dit, ah bah tiens, j'ai mon shield ici, mon shield il me dit que pour un reflex action, donc qui est d'une zone de 1, donc je rappelle, hein, la portée de 1 c'est toute ma zone de jeu, je peux cancel en fait une blessure, hop, et je remets, soit je discard cette carte, ou je la remets au-dessus de mon deck. Donc je vais la remettre au-dessus, et là j'ai deux possibilités, soit jouer la cote de maille qui elle me permet pour une action réflexe de pareil, de parer une attaque, donc je pourrais jouer celle-ci pour avoir 2, mais là finalement je vais garder celle-ci en sauvegarde, et je vais jouer en fait ma compétence de Fengrey, qui me dit que dès lors que je pars une blessure, qu'elle soit magique ou physique, et ben je pars une autre blessure. Donc finalement avec une carte ici, je pars les deux blessures de l'Icewind. Donc là du coup celle-ci ne passe pas. Donc on est sauvé, on passe au deuxième Icewind. Là je me dis bah finalement peut-être je vais m'en prendre plein la tête parce que j'ai uniquement une cote de maille qui me permet ici de parer une attaque. Donc celle-ci pareil, on me dit qu'elle vient au top de mon deck ou dans la discard. Celui-ci attaque, et là, haha, oh malheur, il lui reste un point de dégâts à m'infliger. Donc le point de dégâts va passer, et c'est là où on va commencer à prendre des blessures. Alors comment on se prend des blessures? Différentes façons de prendre des blessures. Dès qu'on se prend une blessure, on a la possibilité de soit défausser une carte de sa main, et la défausser vers la pile Burial, donc c'est une pile qui ne reviendra pas, il faudra se soigner directement pour que les cartes de la pile Burial viendront dans la discard et ensuite les faire passer de la discard en dessous de notre deck. Donc ça va prendre vraiment 2 phases de soin pour récupérer une carte qui se trouve ici. Donc c'est vraiment problématique, il faut choisir vraiment les blessures qu'on va prendre et les cartes qu'on va défausser. Donc on va se dire que le Strong Punch ici nous sert à rien parce qu'on a des cartes assez fortes. On peut défausser une carte ici vers la Burial Pal. Donc c'est une carte qui pourra revenir avec une étape de soin. Et je le rappelle, quand on se soigne, on récupère une carte d'ici vers là, une carte d'ici vers la fin de son deck. Donc ça va nous prendre en fait 2 soins de prendre celle-ci ici et celle-ci, de la remonter au-dessus. On peut, si on a vraiment que des cartes ultra fortes dans notre deck, on peut brûler une carte, hop, qui se trouve dans notre défausse. Donc pour ce faire, on prend une carte de notre défausse et on la met directement dans la défausse au-dessus. C'est une défausse qui nous permettra de jamais récupérer ces cartes, sauf si on se soigne. Ou alors on a la possibilité de prendre une carte de notre deck et de nous dire bah finalement celle-ci, hop, et ben je la brûle, je la mets au-dessus. Donc ça vous permet en fait par exemple de faire des combats en disant bah la cote de maille là finalement elle me servira à rien. Je peux la laisser ici en tempo, je vais récupérer mon shield au prochain tour, il n'y a pas de souci. Donc vous avez plusieurs façons de se prendre des blessures. Soit on prend une carte ici, enfin une carte, ça dépend le nombre de points de dégâts que vous prenez un nombre de dégâts équivalent à ce que vous pouvez défausser, hop, et vous la mettez directement dans la pile Burial. Soit vous prenez des cartes équivalentes pareil à la discard, vous la mettez ici, soit vous prenez des top cartes du deck et vous les mettez au-dessus, ou alors vous faites un mix, vous prenez 3 blessures, vous faites un ici, 2 d'ici, un ici, un ici, un ici, vous faites un peu votre micmac, il n'y a pas de souci. Une fois que vous allez finir cette phase de défense, vous allez ensuite voir les conditions. Alors les conditions c'est quoi? On va avoir des jetons ici par exemple d'empoisonnement, de brûlure, etc. On va voir si des ennemis ont justement des caractéristiques et des conditions physiques qui leur sont néfastes. On va ensuite appliquer les effets, on va défausser un seul jeton. Donc, par exemple ici si on a 2 jetons d'empoisonnement,
on va faire les 2 jetons d'empoisonnement et on va enlever une seule condition. On va passer ensuite au héros, pareil, hein. Lui s'il a par exemple des jetons de brûlure et d'empoisonnement, il va se prendre les dégâts affiliés aux conditions, il va ensuite en défausser une autre, et puis voilà. Ensuite, on a fini la phase de défense, et on peut passer à la phase de rencontre. Durant la phase de rencontre, alors c'est très simple, on va voir du coup si on arrive à progresser notre rencontre. Donc on nous dit par exemple au début de la phase de rencontre, mettez X tokens sur cette carte, etc. Donc on va faire tout ce qui est progression, et ensuite nous allons voir les caractéristiques de fin. Alors, 2 cas de figure, si on arrive à remplir la caractéristique de fin, on défausse cette carte et on passe directement à la phase d'Aftermath. Donc ça, j'y reviendrai bien ensuite. Si vous n'avez pas fait les conditions de fin, et ben vous poursuivez en fait votre tour qui va être d'avancer le tracker. Le tracker temps, il s'avance avec une carte temps, donc vous la tirez, vous regardez ce que ça fait, vous avancez le tracker temps. Donc on va partir du postulat où là, on a réussi cette carte. Donc dès qu'on a réussi cette rencontre, plusieurs choses se passent. Déjà, les ennemis se dispersent. Tous les ennemis sont défaussés. Donc qu'ils soient ici, dans la quête, chez les autres, tous les ennemis sont défaussés, sauf vraiment s'ils ont une condition de jeu qui leur permette de rester et de ne pas se disperser. Mais ça, c'est propre à certains personnages et mots-clés, je ne vais pas m'attarder dessus. Donc on défausse tout, hop, donc tout est défaussé. Ensuite, on enlève, si possible, un token périlleux de la zone, il peut y en avoir plusieurs, donc on enlève un token et cette zone en fait devient safe. Donc c'est une zone qui devient sereine, où il n'y a plus de problème, il n'y a plus de danger à l'intérieur. Ensuite, nous allons prendre 2 cartes récompenses, hop. Alors, dès qu'on prend les cartes récompenses, plusieurs choses peuvent se passer. Soit on récupère une carte compétence dans sa main en disant bah non, elle me sert, etc. Il n'y a pas de souci. Donc ça, vous discutez un peu avec votre pool en vous disant bah ça, j'aimerais bien le garder, ça, moi non, etc. Ou alors vous pouvez carrément les remettre en dessous du deck, en commençant par le bas, hein, toujours en bas, et vous récupérez en fait le nombre d'or ici. Donc par exemple ici, si je la remets en bas, je vais récupérer un or, et si je remets ça en bas, par exemple ici, voilà, je me dis ça me sert à rien, j'ai pas envie, hop, et bien je récupère 2 ors directement, et je ne prends pas de carte récompense. On va ensuite pouvoir se reposer. Alors quand on se repose, c'est là où on va pouvoir se soigner directement. Pour se reposer, donc ça on la défausse directement, voilà. Pour se reposer, on regarde ici la tuile. Vous pouvez voir sur une tuile, hop, un symbole de repos. Donc durant la phase de repos, on va prendre ce symbole-ci. On va prendre aussi le symbole qui se trouve, hop, sur notre caractère, et on va additionner les deux pour savoir de combien on se soigne. Donc par exemple, Fengrey ici a une restauration de 2. Il est sur cette tuile, il a une restauration de 3. Ça veut dire qu'il peut récupérer 3 cartes de sa discard et les mettre en dessous de son deck, dans l'ordre de son choix. Donc il prend les 3 cartes, il dit moi je veux celle-ci, 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 il les remet par contre en dessous, ou alors ce qu'il peut faire, c'est prendre une carte de la pile Burial, donc je vous l'ai dit, hein, c'est là on va pouvoir récupérer des cartes qui sont dans la défausse entre guillemets inexplorée, où on ne pourra pas les récupérer hormis sur de la restauration. On prend une carte ou un nombre incalculable de cartes ici, et on les remet ici. Donc ce cas de figure, par exemple, j'ai une carte ici et je la veux absolument, j'ai un soin de 3, pour 1, je la ramène ici, pour 2, je la ramène en dessous de mon deck, il me reste encore un, je peux ramener une carte de discard en dessous de mon deck, ou alors ramener une autre carte du Burial Pile vers la discard pile. Donc c'est là où vous allez pouvoir vraiment jouer votre deck, anticiper un peu ce qui arrive, etc. Donc une fois que vous vous êtes restauré, que vous avez récupéré vos cartes, etc., vous ensuite, vous mettez à reset votre focus, donc qu'il soit à 0, à 2, à 3, à 7, à 12, à 14, à ce que vous voulez, vous le remettez, hop, sur sa position initiale qui est 2, 4. Ensuite, vous récupérez des cartes jusqu'à arriver à votre main de limite. Alors comme je vous l'ai dit, c'est la main de limite de pioche qui est de 5. Si par exemple vous avez 6 cartes, vous ne piochez pas, mais si vous avez une carte, vous la recomplétez jusqu'à 5. Et ensuite, vous enlevez la rencontre, et ensuite, vous passez à une nouvelle phase de renfort. Donc s'il n'y a pas de renfort, vous pouvez rester ici pour vous soigner, etc., etc., etc. Et voici comment se joue grosso modo Mistfall. Alors plusieurs caractéristiques, et je vais m'arrêter là, hein, je fais encore un autre petit rollback, c'est sur l'échelle, voilà, de la quête. Nous allons avoir en fait plusieurs petits mots-clés ici que vous allez trouver principalement des chiffres
des chiffres qui vont de 1, 2, 3, 4. Les chiffres-ci, dès que vous allez tirer en fait une carte de temps, qui est la dernière phase que vous allez faire, parce que là je me suis arrêté à la phase d'encounter, mais vous avez à la toute dernière phase, c'est la phase de temps, vous êtes obligé de la faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des cartes vont vous dire d'avancer le tracker par exemple au nombre numéraire dont vous êtes passé. Donc par exemple si le tracker est ici, vous avancez le tracker de 2 puisque vous avez passé le 2. On va aussi ensuite avoir des bêtes enragées. Donc dès lors que vous avancez sur ce symbole-ci, ou alors sur le symbole hop qui est ici d'un personnage, avec le symbole enragé, certaines cartes et monstres peuvent être enragés. Donc il faut qu'ils aient ce petit symbole d'enragement. Quand ils ont ce petit symbole d'enragement, vous inclinez votre carte pour dire que celle-ci est enragée, et jusqu'à ce qu'elle devienne calme, donc généralement avec un petit symbole ici de calme, elle reste enragée. Donc si elle est vraiment enragée, elle restera enragée, elle aura des coups supplémentaires, elle aura des blessures un peu plus conséquentes, etc. Vous allez avoir de toute façon ici des choses spécifiques. Donc vous enragez une bête. Si ça arrive sur le focus de votre héros, vous êtes obligé d'enrager en fait une bête sur le plateau de votre personnage. Et si c'est justement ça arrive ici, vous choisissez un peu ce que vous enragez. Donc ça peut être une bête de n'importe où, etc. Vous allez aussi avoir des bêtes qui ne peuvent pas être enragés, comme celui-ci, mais qui ont ici un coup d'enragement. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a différentes bêtes qui permettent d'enrager durant un tour les autres bêtes à côté. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez un symbole d'enragement ici, même si vous n'avez pas de symbole d'enragement sur cette bête. Ne prenez pas en compte que si vous enragez une bête, vous enragez celle si vous ne pouvez pas. Il faut vraiment qu'il y ait le symbole d'enragement ici pour pouvoir enrager une bête. Celle-ci sera enragée via d'autres effets de cartes. Donc voilà, je vous le dis quand même, parce que c'est quelque chose à prendre en compte. Donc voilà comment se joue Mistfall, c'est du land crawler vraiment collaboratif, coopératif, où tout le monde gagne, tout le monde perd. Il faudra vraiment faire attention justement à ses collègues, parce que si ses collègues tombent avant de rencontrer le grand final, vous perdez directement la partie. Il faut vraiment essayer de se soigner, de prendre du temps de récupération pour justement récupérer des cartes, faire attention aux trackers qui ne montent pas jusqu'à la fin, parce que sinon vous avez perdu aussi. Évitez de jouer trop vite ces cartes, parce que les cartes jouées, il faudra vraiment attendre des phases de soins pour pouvoir les récupérer. Donc c'est vraiment, vraiment intelligent le système d'avoir un land crawler comme Mage Knight en fait, avec un deck de cartes, et de manager sa main, et de construire sa main avec des cartes qu'on peut acheter sur le fil, etc., de renforcer son tour actuel. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment intelligent, et c'est un land crawler qui est très, très intelligent. Donc, si vous voulez vraiment jouer à un jeu où vous lancez les dés comme Warhammer Quest, où vous dites ça je fais ça, non, là il faudra vraiment prendre son temps, voir les différents ennemis, voir les faiblesses des ennemis, voir à quoi ils sont vulnérables pour essayer peut-être de leur infliger plus de dégâts, etc. Donc c'est un landcrawler très 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 intelligent, comme Mage Knight, mais qui a le mérite de jouer vachement plus vite que Mage Knight, et d'avoir des parties beaucoup moins longues que Mage Knight. Donc si vous avez aimé Mage Knight, il faut sauter sur Mistfall, parce que c'est une valeur qui est sûre, avec des décors qui sont vraiment, vraiment splendides. Vous voyagez vraiment à travers les tuiles, vous vous racontez vraiment une histoire, et les meilleurs jeux, enfin pour moi, c'est quand on se raconte une histoire, ce sont les meilleurs jeux à avoir. Je fais un petit aparté juste sur la petite extension aussi qui est disponible, qui s'appelle Valskir, donc c'est le campagne system. Alors la campagne system, elle rajoute quoi? Elle rajoute des cartes en fait supplémentaires. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. C'est généralement des cartes avec une petite aide de jeu ici qui est là. Alors on vous dit quoi? On vous dit que la campagne, voilà, vous pouvez jouer en fait en mode campagne, vous pouvez lier les quatre scénarios ensemble, les 4 quêtes ensemble pour faire une campagne. Vous allez avoir en fait différents finales en plus à l'intérieur, vous en prenez un, vous choisissez 3 autres finales, vous les mettez en dessous et ça compose en fait votre campagne. Chose qu'on va avoir de supplémentaire ici, ce sont des cartes Legacy. Alors les cartes Legacy, si j'arrive à les trouver, voilà, ce sont des cartes comme ça. C'est pareil, des cartes que vous allez pouvoir acheter durant votre tour avec le nombre adéquat. Des cartes un peu plus punchy. Par contre, une fois que vous utilisez une carte Legacy, elle sera utilisée qu'une fois durant la quête, donc elle viendra dans votre deck, encore il n'y a aucun problème. Par contre, à la fin de la quête, donc dès lors que vous jouez cette carte, elle part dans la Burial Pile et vous ne pouvez pas la soigner, en aucun cas vous pouvez la récupérer durant cette quête. Il faudra attendre la fin de la quête pour pouvoir récupérer. On vous donne aussi un petit système de campagne où vous allez pouvoir garder vos cartes
que vous allez avoir acheté sans avoir un reset de base. On vous dit par exemple que dès que vous finissez la quête numéro 1, vous pouvez garder une carte qui a un coût de 1. Quand vous finissez la quête numéro 2, vous pouvez garder 2 cartes qui ont un coût jusqu'à 2. Et quand vous finissez la quête numéro 3, bah vous pouvez garder des cartes, 2 cartes jusqu'à un coût allant de 3. Donc vous pouvez optimiser un peu votre deck. Chose que vous pouvez faire aussi de manière supplémentaire, c'est de composer en fait votre zone de jeu. Moi je vous l'ai dit au début de la partie, et de la vidéo, pardon, quand vous composez en fait votre deck, vous avez directement le starting gear, donc l'équipement de départ de votre personnage. Bah, là, vous pouvez le changer. Vous prenez en fait les decks, dans le deck, vous piochez en fait toujours dans les cartes basiques. Hein. Par exemple, je sais que le Fengrey a une hache supplémentaire, et si vous voulez jouer une hache et non pas une sword dans votre début de tour, vous voulez avoir une hache, bah vous changez ça directement et vous prenez la hache. Chose qu'il faut respecter impérativement, c'est que vous allez avoir ici un coût d'équipement. Ici, on va avoir une lettre avec un chiffre. Généralement, c'est A, B, C, D, E, F, G. Donc on va prendre la lettre et ensuite on va voir le chiffre à côté. Ici, on a un 1. Ça veut dire qu'on pourra prendre une autre carte équipement qui a par exemple le symbole A pour remplacer celle-ci. Mais si, par exemple, si on prend le cas du Berserker, lui, il a 2 cartes H qui sont symbolisées B2. Donc lui, il pourra en fait affilier à son personnage 2 cartes B. Donc c'est comme ça que ça marche. Vous prenez le chiffre en fait à côté, vous regardez la lettre et c'est le nombre de cartes avec cette lettre que vous pouvez avoir. Et ça marche aussi pour les skills. Hein. Vous allez avoir des skills qui sont numérotés F3. Donc là, vous pouvez mettre en fait 3 cartes F sur votre zone de jeu. Et dès lors que vous voulez mettre une autre carte, s'il y en a plusieurs, vous êtes obligé d'en défausser une autre pour justement recompléter, etc. Donc je ne m'attarde pas là-dessus. Hein. Je vous ai montré vraiment ce qu'il y avait en plus dans la campagne Val'shkir ici. À savoir que le livre de règles de base de quête est vraiment bien foutu. Pourquoi il est bien foutu? Parce que vous avez un background colossal. Donc on vous dit pourquoi vous êtes là, on vous explique comment le brouillard est arrivé, on vous explique ce qu'il fait, et on a un background de chaque personnage. Donc lui, le Fengrey que j'ai pris et que je vais faire une partie avec, je pense, parce que j'ai beaucoup joué avec, c'est un peu... le mec là qui garde la tour dans Game of Thrones. Et en plus c'est vrai, hein, c'est qu'il y a vraiment une tour, il y a vraiment un mur qui garde en fait l'invasion des morts-vivants, et eux ce sont les mecs qui sont affinitaires à ce mur et qui font que garder le mur. Donc c'est vachement intéressant. Ici on va avoir un background sur tout le monde. Donc voilà, il y a de quoi lire si vous comprenez un peu l'anglais, il y a plein de trucs, vous savez pourquoi ils sont là, vous savez ce qu'ils doivent faire, etc. Donc moi je trouve ça vachement intéressant parce que ça renforce tout l'aspect campagne, Mistfall, tout l'univers onirique à côté, et c'est vachement sympa. Donc voilà, je remonte la boîte. Hop. Mistfall, un jeu de Blazej Kubacki, sorti en 2015, Kickstarter qui a bien marché. Il y a une saison 2 qui arrive de Mistfall, pareil pour début 2016, octobre 2016, qu'on pourra retrouver je pense dans les boutiques, hein, comme celle-ci. À savoir que la campagne que je vous ai montrée, il y a certaines cartes, il y a une campagne en fait que vous pouvez pas jouer si vous n'avez pas les rewards du case du premier. Moi je trouve ça hyper dommage. Alors ils sont trouvables sur le store BGG, mais c'est strictement débile en fait de donner une carte, enfin un paquet de cartes où vous pouvez pas profiter pleinement avec. Alors vous pouvez bidouiller tout le temps, mais on vous dit clairement en fait dans la règle, si vous n'avez pas les rewards du case, vous pouvez pas faire celle-ci. Moi je trouve ça un peu dommage, voilà, c'est un truc que vous pouvez pas faire, c'est stupide de vendre un truc comme ça. Enfin bon bref, ça c'est moi qui trouve ça comme ça. Donc voilà, ça enlève rien au charme de Mistfall, hein. Si vous n'avez pas le pack, vous pouvez faire quand même votre campagne en gardant ce que je vous ai dit à côté, récupérer autant de cartes, etc. Vous n'allez pas avoir les actions héroïques, mais c'est pas tellement grave. Vous pouvez toujours bidouiller, etc. Donc 1 à 4 joueurs, 60 €, des parties de 1 heure, ça tourne très bien. Si vous aimez Mage Knight, il faut partir impérativement là-dessus parce que ça joue plus vite et c'est vachement plus fun aussi à jouer. Mage Knight c'est un peu plus long, etc. mais c'est tout aussi bien. Mais ça vraiment c'est le top du top si vous aimez Mage Knight, si vous voulez des parties courtes. Et puis voilà, donc moi je vais partir sur une vidéo hein, qui va vous montrer vraiment un début de quête ou même une quête complète. Hein. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une quête complète ou juste un début de quête, mais je pense que je partirai en une quête complète avec plusieurs parties hein, de 30 minutes pour pas que ça terne un peu sur la longévité.
Et puis voilà, donc Mistfall, bonne pioche, il faut impérativement l'avoir dans votre ludo si vous aimez Mage Knight. Vous êtes de plus en plus nombreux encore à me féliciter, à me dire oh, c'est bien ce que tu fais, etc. Même si tu parles vite, on t'aime beaucoup. J'essaye de me réguler, mais c'est un peu difficile, hein. C'est demander à un fumeur de plus fumer. Donc voilà, bah merci, c'est sympa, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, c'est cool. Je ne peux vous dire que merci. On va bientôt atteindre les 1000 vues, les 1000 abos, pardon. Il faudra encore faire un nouveau jeu concours, donc je vais un peu peaufiner là-dessus pour faire un petit gros truc pour les 1000, histoire de taper dessus. Donc voilà, merci de vous abonner, merci de partager, merci à toutes les personnes qui laissent pas de commentaires mais qui mettent quand même des pouces verts et qui s'abonnent parce que voilà, ils trouvent ça cool et puis ils trouvent que ce que je présente, ce que je fais c'est sympa, donc merci aussi à vous. Merci à ceux qui mettent des pouces rouges aussi, mais j'aimerais bien leur dire qu'ils écrivent aussi pourquoi ils ont pas aimé, donc le jeu c'est de la merde, ou alors je dis que des conneries, ou alors ça n'a pas plu. Mettez quand même pourquoi vous n'avez pas aimé, parce que mettre des pouces rouges c'est bien, mais dire pourquoi vous n'avez pas aimé c'est encore mieux. Moi ça me permettra derrière d'améliorer peut-être des axes de réflexion, etc. Donc n'hésitez pas, hein, je ne mords pas, je m'en fais pas si je vois 10 pouces rouges sur une vidéo, c'est pas un souci, parce qu'à côté il y a des mecs qui ont aimé la vidéo, donc moi je regarde que le positif là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le cœur de la loge, n'hésitez pas à me retrouver sur Facebook, n'hésitez pas à aller voir Wargamer France aussi qui parle du lobby des figurines. Et je pense que je n'oublie personne. Non, c'est bon, je n'oublie personne. D'ici là, portez-vous bien. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui va parler de Mistfall sur une partie, donc une quête entière, je pense. Toute première quête, hein, qui est basique d'1 heure. Je ferai 2 x 30, et puis voilà. Donc portez-vous bien. D'ici là, moi, je vous fais plein de bisous. Et puis à bientôt. Jouez bien.